Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher, et ne veux point entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Mais quoi, Camille, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus. Et ne venu le place sur les cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable d'Alceste à votre compte? Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresse, et témoigner pour lui les dernières tendresses. De protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombant vous séparant. Et vous me le traitez à moi d'indifférent. Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Oh. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable. Et je vous supplierais d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt. Et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît. La plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère, et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnoie. Répondre comme on peut à ses empressements, et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations. Ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles, qui de civilité avec tous font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant lorsqu'au premier faquin il peut en faire autant? Non, il n'est point d'âme un peu bien située qui veuille une estime ainsi prostituée. Et la plus glorieuse a des régals peu chers dès qu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. Sur quelques préférences, une estime se fonde. Et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde. Puisque vous y donnez dans ces vices du temps, morbleu, vous n'êtes pas pour être de mes gens. Je refuse d'un cœur la vaste complaisance, qui ne fait de mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue. Et pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est point du tout mon fait. Mais, quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelques dors civils que l'usage demande. Non, vous dis-je. On devrait châtier sans pitié ce commerce honteux de semblant d'amitié. Je veux que l'on soit homme, et qu'en toute rencontre, le fond de notre cœur dans nos discours se montre. Que ce soit lui qui parle, et que nos sentiments ne se masquent jamais sous de vains compliments. Il est bien des endroits où la pleine franchise deviendrait ridicule et serait peu permise. Et parfois, n'en déplaise à votre austère honneur, il est bon de cacher ce qu'on a dans le cœur. Serait-il à propos, et de la bienséance, de dire à 1000 gens tout ce que de l'on pense? Et quand on a quelqu'un qu'on hait ou qui déplaît, lui doit-on déclarer la chose comme elle est? Oui. Quoi? Vous iriez dire à la vieille Émilie qu'à son âge, il sied mal de faire la jolie et que le blanc qu'elle a scandalise chacun. Sans doute. Ah, Dorilas, qu'il est trop importun, et qui n'est à la cour, oreille qui ne lasse, à compter sa bravoure et l'éclat de sa race? Fort bien. Vous vous moquez. Je ne me moque point, et je vais n'épargner personne sur ce point. Mes yeux sont trop blessés, et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objet à m'échauffer la bile. J'entre en une humeur noire, en un chagrin profond quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font. Je ne trouve partout que lâche flatterie, qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie. Je n'y puis plus tenir, j'enrage. Et mon dessein est de rompre en visière à tout le genre humain. Ce chagrin philosophe est un peu trop sauvage. Je ris des noirs accès où je vous envisage et crois voir en nous deux, sous même soin nourris, ces deux frères que par l'école des maris dont... Mon Dieu, laissons là vos comparaisons fades. Non, tout de bon, quittez toutes ces incartades.
Le monde par vos soins ne se changera pas. Et puisque la franchise est pour vous tant d'appât, je dirais tout franc que cette maladie partout où vous allez donne la comédie. Et qu'un si grand courroux contre les mœurs du temps vous tourne en ridicule auprès de bien des gens. Tant mieux, morbleu, tant mieux. C'est ce que je demande. Ce m'est un fort bon signe. Et ma joie en est grande. Tous les hommes me sont à tel point odieux que je serais fâché d'être sage à leurs yeux. Vous voulez un grand mal à la nature humaine. Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine. Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion. Encore en est-il bien dans le siècle où nous sommes. Non. Elle est générale. Et je hais tous les hommes. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants. Et les autres pour être méchants complaisants. Et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses. De cette complaisance, on voit la juste excès pour le franc scélérat avec qui j'ai procès. Au travers de son masque, on voit à plein le traître. Partout, il est connu pour tout ce qu'il peut être. Et ses roulements d'yeux et son ton radouci n'imposent qu'à des gens qui ne sont point ici. On sait que ce pied plat, digne qu'on le confonde, par de sales emplois s'est poussé dans le monde. Et que par eux, son sort de splendeur revêtu fait gronder le mérite et rougir la vertu. Quelques titres honteux qu'en tout lieu on lui donne, son misérable honneur ne voit pour lui personne. Nommez-le fourbe, infâme et scélérat maudit. Tout le monde en convient et nul n'y contredit. Cependant, sa grimace est partout bienvenue. On l'accueille, on lui rit. Partout, il s'insinue. Et s'il est par la brigue, un rang à disputer, sur le plus honnête homme, on le voit l'emporter. Tête bleue. Ce me sont de mortelles blessures, de voir qu'avec le vice, on garde des mesures. Et parfois, il me prend des mouvements soudains de faire dans un désert l'approche des humains. Mon Dieu, des mœurs du temps mettons-nous moins en peine. Et faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans la grande rigueur, et voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut parmi le monde une vertu traitable. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Cette grande raideur des vertus des vieux âges heurte notre siècle et les communs usages. Elle veut aux mortels trop de perfection. Il faut fléchir autant sans obstination. Et c'est une folie à nulle autre seconde de voir se mêler, de corriger le monde. J'observe comme vous 100 choses de tous les jours, qui pourraient mieux aller, prenant un autre cours. Mais quoi qu'à chaque pas je puisse voir paraître, en courroux comme vous, on ne me voit point être. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. Et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville, mon flegme est philosophe autant que votre bile. Mais ce flegme, monsieur, qui résonne si bien, ce flegme pourra-t-il ne s'échauffer de rien? Et s'il faut par hasard qu'un ami vous trahisse, que pour avoir vos biens on dresse un artifice, ou qu'on tâche à semer de méchants bruits de vous, verrez-vous tout cela sans vous mettre en courroux? Oui. Je vois ces défauts dont votre âme murmure comme vices unis à l'humaine nature. Et mon esprit enfin n'est pas plus offensé de voir un homme fourbe, injuste, intéressé, que de voir des vautours affamés de carnage, des singes malfaisants et des loups pleins de rage. Je me verrai trahir, mettre en pièces, voler sans que je... Morbleu, je ne veux point parler tant ce raisonnement est plein d'impertinence. Ma foi, vous ferez bien de garder le silence. Contre votre parti, éclatez un peu moins. Et donnez au procès une part de vos soins. Je n'en donnerai point, c'est une chose dite. Mais qui voulez-vous donc? Qui pour vous sollicite? Qui je veux? La raison. Mon bon droit. L'équité. Aucun juge par vous ne sera visité. Non. Est-ce que ma cause est injuste ou douteuse? J'en demeure d'accord, mais la brigue est fâcheuse. Non, j'ai résolu de n'en pas faire un pas, j'ai tort ou j'ai raison. Vous y fiez pas. Je ne remuerai point. Votre partie est forte et peu par sa... Il n'importe. Vous vous tromperez. Soit. J'en veux voir le succès. Mais... J'aurai le plaisir de perdre mon procès. Mais enfin... Je verrai dans cette plaidoirie si les hommes auront assez d'effronterie, seront assez méchants, scélérats et pervers, pour me faire injustice aux yeux de l'univers. Quel homme? Je voudrais. M'en coûta-t-il grand-chose? Pour la beauté du fait avoir perdu ma cause. On se rirait de vous, Alceste, tout de bon, si l'on vous entendait parler de la façon... Tant pis pour qui rirait. Mais... cette rectitude
que vous voulez en tout avec exactitude. Cette pleine droiture où vous vous renfermez, la trouvez-vous ici dans ce que vous aimez? Je m'étonne pour moi qu'étant comme il le semble, vous et les gens humains si fort brouillés ensemble. Malgré tout, ce qui peut vous le rendre Dieu, vous ait pris chez lui ce qui charme vos yeux. Et ce qui me surprend encore davantage, c'est cet étrange choix où votre cœur s'engage. La Sansériante a du penchant pour vous. La Prudence Muet vous voit d'un œil fort doux. Cependant, à leur vœu, votre âme se refuse, tandis qu'Ancélien, Célimène l'amuse. De qui l'humeur coquette et l'esprit médisant semblent si fort donnés dans les mœurs d'à présent. D'où vient qu'en leur portant une haine mortelle, vous pouvez bien souffrir ce qu'en tient cette belle? Ne sont-ce plus défauts dans un objet si doux? Ne les voyez-vous pas, les excusez-vous? Non. L'amour que je sens pour cette jeune veuve ne ferme point mes yeux aux défauts qu'on lui trouve. Et je suis, quel quart d'heure qu'elle ne m'ait pu donner, le premier à aller voir comme elle est condamnée. Mais avec tout cela, quoi que je puisse faire, je confesse mon faible, elle a l'art de me plaire. J'ai beau voir ses défauts, et j'ai beau l'en blâmer, en dépit qu'on en ait, elle se fait aimer. Sa grâce est la plus forte, et sans doute ma flamme de sévice du temps pourra purger son âme. Oh, si vous faites cela, vous ne ferez pas peu. Vous croyez être don aimé d'elle? Oui, parbleu. Je ne l'aimerais pas si je ne croyais l'être. Mais si son amitié pour vous se fait paraître, d'où vient que vos rivaux vous causent de l'ennui? C'est qu'un cœur bien atteint veut qu'on soit tout à lui. Et je ne viens ici qu'à dessein de lui dire tout ce que là-dessus ma passion m'inspire. Pour moi, si je n'avais qu'à former des désirs, sa cousine Eliante aurait tout mis soupir. Son cœur, qui vous estime, est solide et sincère. De ce choix plus conforme était mieux votre affaire. Il est vrai. Ma raison me le dit chaque jour. Mais la raison n'est pas ce qui règle l'amour. Je crains fort pour vos feux et l'espoir où vous êtes pourrait... J'ai su là-bas que pour quelques emplettes, Eliante est sortie et Célimène aussi. Mais comme l'on m'a dit que vous étiez ici, j'ai monté pour vous dire, et d'un cœur véritable, que j'ai conçu pour vous une estime incroyable. Et que depuis longtemps, cette estime m'a mis dans un ardent désir d'être de vos amis. Oui, mon cœur au mérite aime à rendre justice et je brûle qu'un nœud d'amitié nous unisse. Je crois qu'un ami chaud et de ma qualité n'est pas assurément pour être rejeté. C'est à vous, s'il vous plaît, que ce discours s'adresse. À moi, monsieur? À vous. Trouvez-vous qu'il vous blesse? Non pas. Mais la surprise est fort grande pour moi. Et je n'attendais pas l'honneur que je reçois. L'estime où je vous tiens ne doit point vous surprendre. Et de tout l'univers, vous la pouvez prétendre. Monsieur. L'État n'a rien qui ne soit au-dessous du mérite éclatant que l'on découvre en vous. Monsieur. Oui, de ma part, je vous tiens préférable à tout ce que j'y vois de plus considérable. Monsieur. Sois-je du ciel écrasé si je mens. Et pour vous confirmer ici mes sentiments, souffrez qu'à cœur ouvert, monsieur, je vous embrasse, et qu'en votre amitié, je vous demande place. Touchez-la, s'il vous plaît. Vous me la promettez? Votre amitié. Monsieur. Quoi? Vous y résistez? Monsieur, c'est trop d'honneur que vous me voulez faire. Mais l'amitié demande un peu plus de mystère. Et c'est assurément en profaner le nom que de vouloir le mettre en toute occasion. Avec lumière et choix, cette union veut naître. Avant que nous lier, il faut nous mieux connaître. Et nous pourrions avoir telle complexion que tous deux du marché nous nous repentirions. Oh, parbleu! C'est parler là-dessus en homme sage. Et je vous en estime encore davantage. Oh, souffrons donc que le temps forme des nœuds si doux. Et cependant, je m'offre entièrement à vous. S'il faut faire à la cour pour vous quelque ouverture, on sait qu'auprès du roi, je fais quelques figures. Il m'écoute. Et dans tout, il en use, ma foi, le plus honnêtement du monde avec moi. Enfin, je suis à vous de toutes les manières, et comme votre esprit a de grandes lumières, je viens pour commencer entre nous ce beau nœud. Vous montrer un sonnet que j'ai fait depuis peu et savoir s'il est bon qu'au public je l'expose.
Veuillez m'en dispenser, monsieur. Je suis malpropre à décider la chose. Pourquoi? J'ai le défaut d'être un peu plus sincère en cela qu'il ne faut. C'est ce que je demande. Et j'aurais lieu de plainte si m'exposant à vous pour me parler sans feinte, vous alliez me trahir et me déguiser rien. Puisqu'il vous plaît ainsi, monsieur, je le veux bien. Sonnet. C'est un sonnet. L'espoir. Oh, c'est une dame qui, de quelque espérance, avait flatté ma flamme. L'espoir. Oh, ce ne sont point de ces grands vers pompeux, mais de petits vers doux, tendres et langoureux. Nous verrons bien. L'espoir. Oh, je ne sais si le style pourra vous en paraître assez net et facile. Et si du choix des mots vous vous contenterez. Nous allons voir, monsieur. Au reste, vous saurez que je n'ai demeuré qu'un quart d'heure à le faire. Voyons, monsieur, le temps ne fait rien à l'affaire. L'espoir, il est vrai, nous soulage et nous berce un temps notre ennui. Mais Phyllis, le triste avantage, lorsque rien ne marche après lui. Je suis déjà charmé de ce petit morceau. Quoi? Vous avez le fond de trouver cela beau? Vous eûtes de la complaisance, mais vous en deviez moins savoir. Et ne vous pas mettre en dépense pour ne me donner que l'espoir. Ah, qu'en termes galants, les choses là sont mises. Morbleu, vite complaisant, vous lui des sottises. S'il faut qu'une attente éternelle pousse à bout l'ardeur de mon zèle, le trépas sera mon recours. Vos soins ne m'en peuvent distraire. Belle Phyllis, on désespère. Alors qu'on espère toujours. La chute en est jolie, amoureuse, admirable. La peste de ta chute empoisonnée, diable. On ne se tuait d'une à te casser le nez. Je n'ai jamais vu de vers si bien tourné. Morble! Vous me flattez. Et vous croyez peut-être. Non, je ne flatte point. Que fais-tu donc, traître? Mais pour vous, vous savez quel est notre traité. Parlez-moi, je vous prie, avec sincérité. Monsieur, cette matière est toujours délicate. Et sur le bel esprit, nous aimons qu'on nous flatte. Mais un jour, à quelqu'un dont je tairai le nom, je disais en voyant des vers de sa façon, il faut qu'un galant homme ait toujours grand empire sur les démangeaisons qui nous prennent d'écrire. Qu'il doit tenir la bride aux grands empressements qu'on a de faire éclat de tels amusements. Et que par la chaleur de montrer ses ouvrages, on s'expose à jouer de mauvais personnages. Est-ce que vous voulez me déclarer par là que j'ai tort de vouloir... Je ne dis pas cela. Mais je lui disais, moi, qu'un froid écrit à somme. Il ne faut que ce faible à décrire un homme. Et qu'eût-on d'autre part sans belle qualité, on regarde les gens par leur méchanceté. Est-ce qu'à mon sonnet vous trouvez à redire? Je ne dis pas cela. Mais pour ne point écrire, je lui mettais aux yeux, comme dans notre temps, cette soif à gâter de fort honnêtes gens. Est-ce que j'écris mal et leur ressemblerai-je? Je ne dis pas cela. Mais enfin, lui disais-je, quel besoin si pressant avez-vous de rimer? Et qui diantre vous pousse à vous faire imprimer? Si l'on peut pardonner les sorts d'un mauvais livre, ce n'est qu'aux malheureux qui composent pour vivre. Croyez-moi, résistez à vos tentations, dérobez au public ses occupations, et n'allez point quitter de quoi que l'on vous somme, le nom que dans la cour vous avez donné Tom, pour prendre de la main d'un ami d'imprimeur, celui de ridicule et misérable auteur. C'est ce que je tâchais de lui faire comprendre. Voilà qui va fort bien et je crois vous entendre. Mais ne puis-je savoir ce que dans mon sonnet... Franchement, il est bon à mettre au cabinet. Vous êtes réglé sur de méchants modèles, et vos expressions ne sont point naturelles.
que ce que nous berce un temps notre ennui et que rien ne marche après lui. Que pour ne vous pas mettre en dépense et ne me donner que l'espoir. Et que Phyllis, on désespère alors qu'on espère toujours. Ce style figuré dont on fait vanité sort du bon caractère et de la vérité. Ce n'est que jeu de mots, qu'affectation pure, et ce n'est point ainsi que parle la nature. Le méchant bout du siècle, en cela me fait peur. Nos pères tout grossiers l'avaient beaucoup meilleur. Et je prise bien moins tout ce que l'on admire qu'une vieille chanson que je m'en vais vous dire. Si le roi m'avait donné Paris, sa grande ville, qu'il m'eût fallu quitter l'amour de mamie, je dirais au roi Henri, reprenez votre Paris, j'aime mieux mamie, ok, j'aime mieux mamie. La rime n'est pas riche, et le style en est vieux. Mais ne voyez-vous pas que cela vaut bien mieux que ces colifichets dont le bon sens murmure, et que la passion parle là tout au plus? Si le roi m'avait donné Paris, sa grande ville, qu'il m'eût fallu quitter l'amour de mamie, je dirais au roi Henri, reprenez votre Paris, j'aime mieux mamie, ok, j'aime mieux mamie. Voilà ce que peut dire un cœur vraiment épris. Oui, monsieur le rieur, malgré vos beaux esprits, j'estime plus cela que la pompe fleurie de tous ces faux brillants, chacun son écrit. Et moi, je vous soutiens que mes vers sont fort bons. Pour les trouver ainsi, vous avez vos raisons. Mais vous trouverez bon que j'en puisse avoir d'autres qui se dispenseront de se soumettre aux vôtres. Il me suffit de voir que d'autres en font cas. C'est qu'ils ont l'art de feindre, et moi, je ne l'ai pas. Croyez-vous donc avoir tant d'esprit en partage? Si je louais vos vers, j'en aurais davantage. Je me passerais bien que vous les approuviez. Il faut bien, monsieur, que vous vous en passiez. Je voudrais bien pourvoir que de votre manière, vous en composassiez sur la même matière. J'en pourrais, par malheur, faire d'aussi méchants, mais je me garderais de les montrer aux gens. Vous me parlez bien ferme. Et cette suffisance. Autre part que c'est moi, cherchez que vous en sens. Et mon petit monsieur, prenez-le un peu moins haut. Ma part, mon grand monsieur, je le prends comme il faut. Eh, monsieur, c'en est trop! Laissez cela de grâce. Ah, j'ai tort. Je l'avoue. Et je quitte la place. Je suis votre valet, monsieur. De tout mon cœur. Et moi, je suis monsieur, votre humble serviteur. Eh bien, vous le voyez. Pour être trop sincère, vous voilà sur les bras une fâcheuse affaire. Et j'ai bien vu corrompre afin d'être flatté. Ne me parlez pas. Mais Plus de société. c'est trop. Laissez-moi là. Si je. Point de langage. Mais quoi? Encore? Mais Ah, c'en est trop. Ne suivez point mes pas. vous vous moquez de moi, je ne vous quitte pas. Madame, voulez-vous que je vous parle net? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Contre elle dans mon cœur, trop de villes s'assemblent, et je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. Oui. Je vous tromperai de parler autrement. Tôt ou tard, nous romprons indubitablement, et je vous promettrai 1000 fois le contraire, que je ne serai pas en pouvoir de le faire. C'est pour me quereller, donc, à ce que je vois, que vous avez voulu me ramener chez moi. Je ne querelle point. Mais votre humeur, madame, ou vos premiers venus trop d'accès dans votre âme. Vous avez trop d'amants qu'on va vous obséder, et mon cœur de cela ne peut s'accommoder. Des amants que je fais me rendez-vous coupable? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque pour me voir ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton pour les mettre dehors? Non. Ce n'est pas, madame, un bâton qu'il faut prendre, mais un cœur à leur vœu moins facile et moins tendre. Je sais que vos appâts vous suivent en tout lieu, et votre accueil retient ce qu'attirent vos yeux. Et sa douceur offerte, à qui vous rend les âmes, achève sur les cœurs l'ouvrage de vos charmes. Le trop riant espoir que vous leur présentez attache autour de vous leurs assiduités. Et votre complaisance, un peu moins étendue, le temps de soupirant chasserait la cohue.
Mais au moins, dites-moi, madame, par quel sort votre cri tendre a l'heure de vous plaire aussi fort? Sur quel fond de mérite et de vertu sublime appuyez-vous en lui l'honneur de votre estime? Est-ce par l'ongle long qu'il porte au petit doigt qu'il s'est acquis chez vous l'estime où l'on le voit? Vous êtes-vous rendu avec tout le beau monde au mérite éclatant de sa perruque blonde? Sont-ce ces grands canons qui vous le font aimer? La main de ces rubans a-t-il su vous charmer? Est-ce par les appâts de sa vaste main grave qu'il a gagné votre âme en faisant votre esclave? Sa façon de rire et son ton de fausset ont-ils de vous toucher su trouver le secret? Qu'injustement de lui, vous prenez de l'ombrage. Ne savez-vous pas bien pourquoi je le ménage? Et que dans mon procès, ainsi qu'il m'a promis, il peut intéresser tout ce qu'il a d'amis. Perdez votre procès, madame, avec constance. Et ne ménagez point un rival qui m'offense. Mais de tout l'univers, vous devenez jaloux. C'est que tout l'univers est bien reçu de vous. C'est ce qui doit rasseoir votre âme effarouchée, puisque ma complaisance est sur tous épanchée. Et vous auriez plus lieu de vous en offenser si vous me la voyiez sur un seul ramassé. Mais, moi que vous blâmez de trop de jalousie, qu'ai-je de plus que tous, madame, je vous prie? Le bonheur de savoir que vous êtes aimée. Et quel lieu de le croire à mon cœur enflammé? Je pense qu'ayant pris le soin de vous le dire, un aveu de la sorte a de quoi vous suffire. Mais qui m'assurera que dans le même instant, vous n'en disiez peut-être aux autres tout autant? Certes. Pour un amant, la fleurette est mignonne. Et vous me traitez là de gentille personne. Eh bien, pour vous ôter d'un semblable souci, de tout ce que j'ai dit, je me dédie ici. Et rien ne saurait plus vous tromper que vous-même. Bah, soyez content. Morbleu. Faut-il que je vous aime? Ah, que si de vos mains je rattrape mon cœur, je bénirai le ciel de ce rare bonheur. Je ne le laisse pas. Je fais tout mon possible à rompre de ce cœur l'attachement terrible. Mais mes plus grands efforts n'ont rien fait jusqu'ici. Et c'est pour mes péchés que je vous aime ainsi. Il est vrai. Votre ardeur est pour moi sans seconde. Oui, je puis là-dessus défier tout le monde. Mon amour ne se peut concevoir et jamais personne n'a, madame, aimé comme je fais. En effet, la méthode en est toute nouvelle car vous aimez les gens pour leur faire querelle. Ce n'est qu'en mots fâcheux qu'éclate votre ardeur et l'on n'a vu jamais un amour si grondeur. Mais il ne tient qu'à vous que son chagrin ne passe. À tout me démêler. Coupons chemin de grâce. Parlons à cœur ouvert et voyons d'arrêt. Acast est là-bas. Eh bien, faites monter. Quoi? On ne peut jamais vous parler tête à tête. À recevoir le monde, on vous voit toujours prête, et vous ne pouvez pas, un seul moment de tous, vous résoudre à souffrir de n'être pas chez vous. Voulez-vous qu'avec lui je me fasse une affaire? Vous avez des regards qui ne sauraient me plaire. Oh, c'est un homme à jamais, ne me le pardonnez s'il savait que sa vue put m'importuner. Que vous fait cela pour gêner le sort? Mon Dieu! De séparer la bienveillance importe. Et ce sont de ces gens qui, je ne sais comment, ont gagné dans la cour de parler hautement. Dans tous les entretiens, on les voit s'introduire. Ils ne sauraient servir, mais ils peuvent vous nuire. Et jamais quelque appui qu'on puisse avoir d'ailleurs, on ne doit se brouiller avec ces grands brailleurs. Enfin, quoi qu'il en soit et sur quoi qu'on se fonde, vous trouvez des raisons pour souffrir tout le monde. Et les précautions de votre Voici qui jugement... tendre encore, madame. Justement. Où courez-vous? Je sors! Demeurez. On va faire. Je le veux. Je ne puis! Demeurez. Bonne affaire. Ces conversations ne font que m'ennuyer. Et c'est trop que vouloir me les faire essuyer. Je le veux. Je le veux. Non, il m'est impossible. Eh bien, les sortez, il vous est tout loisible. Voici les deux marquis qui montent avec nous. Voulait-on venu dire? Oui. L'essayage pour tous. Vous n'êtes pas sortis. Non. Mais je veux, madame, ou pour eux ou pour moi, faire expliquer votre âme. Taisez-vous. Aujourd'hui, vous vous expliquerez. Vous perdez le sens. Moi, vous vous déclarerez. Vous prendrez parti. Vous vous moquez, je pense. Non, mais vous choisirez, c'est trop difficile. Oh, parbleu, je viens du Louvre, Cléon te lever, madame. Ah, bien paru ridicule achevé.
N'a-t-il point quelque ami qui puisse, en ses manières, d'un charitable avis, lui prêter les lumières? Dans le monde, à vrai dire, il se barbouille fort. Partout, il porte un air qui saute aux yeux d'abord, et lorsqu'on le revoit après un peu d'absence, on le retrouve encore plus plein d'extravagance. Parbleu, s'il faut parler des gens extravagants, je viens d'en essuyer un des plus fatigants. Damon, le raisonneur, qui m'a, ne vous déplaise, 1 heure au grand soleil tenu hors de ma chaise. C'est un parleur étrange, et qui trouve toujours l'art de ne vous rien dire avec de grands discours. Dans les propos qu'il tient, on ne voit jamais goutte, et ce n'est que du bruit, que tout ce qu'on écoute. Ce début n'est pas mal. Et contre le prochain, la conversation prend un assez bon train. Il ment encore, madame, est un bon caractère. C'est de la tête aux pieds un homme tout mystère, qui vous jette en passant un coup d'œil égaré, et sans aucune affaire est toujours affaire. Tout ce qu'il vous débite en grimaces abonde, à force de façon, il assomme le monde. Sans cesse, il a tout bas pour rompre l'entretien, un secret à vous dire. Et ce secret n'est rien. De la moindre vétille, il fait une merveille, et jusqu'au bonjour, il dit tout à l'oreille. Et Gérald, madame. Oh, quel ennuyeux conteur. Jamais on ne le voit sortir du grand seigneur. Dans le brillant commerce, il se mêle sans cesse et ne cite jamais que duc, prince ou princesse. La qualité l'entête, et tous ses entretiens ne sont que de chevaux, d'équipages et de chiens. Il tutoie en parlant ceux du plus haut étage, et le nom de monsieur est chez lui hors d'usage. On dit qu'avec Bélise, il est du dernier bien. Le pauvre esprit de femme. Et le sec entretien. Lorsqu'elle vient me voir, je souffre le martyre. Il faut suer sans cesse à chercher que lui dire. Et la stérilité de son expression fait mourir à tout coup la conversation. Enfin, pour attaquer son stupide silence, de tous les lieux communs, vous prenez l'assistance. Le beau temps et la pluie, et le froid, et le chaud, ce sont des fouilles avec lesquelles on épuise bientôt. Cependant, sa visite assez insupportable traîne en une longueur encore épouvantable. Et l'on demande l'heure, et l'on baille 20 fois qu'elle grouille aussi peu qu'une pièce de bois. Que vous semble d'Adraste? Quel orgueil extrême. C'est un homme gonflé de l'amour de soi-même. Son mérite, jamais n'est content de la cour, contre elle il fait métier de pester chaque jour. Et l'on ne donne emploi, charge ni bénéfice, qu'à tout ce qu'il se croit en ne fasse injustice. Mais le jeune Cléon, chez qui vont aujourd'hui nos plus honnêtes gens, que dites-vous de lui? Que de son cuisinier il s'est fait un mérite. Et que c'est à sa table à qui l'on rend visite. Et prends soin d'y servir des mets fort délicats. Oui, mais je voudrais bien qu'il ne s'y servît pas. C'est un fort méchant plat que ça sotte personne et qui gâte à mon goût tous les repas qu'il donne. On fait assez cas de son oncle Damis. Madame. Il est de mes amis. Je le trouve honnête homme et d'un air assez sage. Oui. Mais il veut avoir trop d'esprit dont j'enrage. Il est guindé sans cesse et dans tous ses propos, on voit qu'il se travaille à dire de bons mots. Depuis que dans la tête il s'est mis d'être habile, rien ne touche son goût tant il est difficile. Il veut voir des défauts à tout ce qu'on écrit et pense que louer n'est pas d'un bel esprit. Que c'est être savant que trouver à redire, qui n'appartient qu'aux sots d'admirer et de rire, et qu'en n'approuvant rien des ouvrages du temps, il se met au-dessus de tous les autres gens. Aux conversations même, il trouve à reprendre. Ce sont propos trop bas pour y daigner descendre. Et les deux bras croisés du haut de son esprit, il regarde en pitié tout ce que chacun dit. Dieu me damne, voilà son portrait véritable. Pour bien pardonner les gens, vous êtes admirables. Allons ferme, poussez, mes bons amis de cour. Vous n'en avez parlé point, et chacun à son tour.
Cependant, aucun d'eux, à vos yeux, ne se montre qu'on ne vous voit en hâte d'aller à sa rencontre. Lui présenter la main et d'un baiser flatteur appuyer les serments d'être son serviteur. Pourquoi s'en prendre à nous? Si ce qu'on dit vous blesse, il faut que le reproche à madame s'adresse. Non, mon bleu! C'est à vous. Et vos rires complaisants tirent de son esprit tous ses traits médisants. Son humeur satirique est sans cesse nourrie par le coupable encens de votre flatterie. Et son cœur raillé trouverait moins d'appât s'il avait observé qu'on ne l'applaudit pas. C'est ainsi qu'au flatteur on doit partout se prendre. Des vices où l'on voit les humains se répandre. Mais pourquoi pour ces gens un intérêt si grand? Vous qui condamneriez ce qu'en eux on reprend. Et ne faut-il pas bien que monsieur contredise? À la commune voix veut-on qu'il se réduise et qu'il ne fasse pas éclater en tout lieu l'esprit contrariant qu'il a reçu des cieux? Le sentiment d'autrui n'est jamais pour lui plaire. Il prend toujours en main l'opinion contraire et penserait paraître un homme du commun si l'on voyait qu'il fût de l'avis de quelqu'un. L'honneur de contredire a pour lui tant de charme qu'il prend contre lui-même assez souvent les armes. Et ses vrais sentiments sont combattus par lui, aussitôt qu'il les voit dans la bouche d'autrui. Les rieurs sont pour vous, madame. Et vous pouvez pousser contre moi la satire. Mais il est véritable aussi que votre esprit se gendarme toujours contre tout ce qu'on dit, et que par un chagrin que lui-même il avoue, ne saurait souffrir qu'on blâme ni qu'on loue. C'est que jamais morbleu les hommes n'ont raison, que le chagrin contre eux est toujours de saison, et que je vois qu'ils sont sur toutes les affaires loueurs impertinents ou censeurs téméraires. Non, non, madame, non. Quand j'en devrais mourir, vous avez des plaisirs que je ne puis offrir. Et l'on a tort ici de nourrir dans votre âme ce grand attachement aux défauts qu'on y blâme. Pour moi, je ne sais pas, mais j'avouerai tout haut que j'ai cru jusqu'ici madame sans défaut. De grâces et d'attraits, je vois qu'elle est pourvue. Mais les défauts qu'elle a ne frappent point ma vue. Ils frappent tous la mienne. Et loin de m'en cacher, elle sait que j'ai le soin de les lui reprocher. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. À ne rien pardonner, le pur amour éclate. Et je bannirai, moi, tous ces lâches amants, que je verrai soumis à tous mes sentiments et dont à tout propos, les molles complaisances donneraient de l'encens à mes extravagances. Enfin, s'il faut qu'à vous s'en rapportent les cœurs, on doit pour bien aimer renoncer aux douceurs. Et du parfait amour, mettre l'honneur suprême à bien injurier les personnes qu'on aime. L'amour pour l'ordinaire est peu fait à ses lois. Et l'on voit les amants vanter toujours la joie. Jamais leur passion n'y voit rien de blâmable. Et dans l'objet aimé, tout leur devient aimable. Ils comptent les défauts pour des perfections et savent y donner de favorables noms. La balle est au jasmin en blancheur comparable. La noire à faire peur, une brune adorable. La maigre a de la taille et de la liberté. La grâce est dans son port, pleine de majesté. La malpropre sur soi, de peu d'attraits chargés, est mise sous le nom de beauté négligée. La géante paraît une déesse aux yeux. La naine a un abrégé des merveilles au-dessus. L'orgueilleuse a le cœur digne d'une couronne, la fourbe a de l'esprit, la sotte est toute bonne, la trop grande parleuse est d'agréable humeur, et la muette garde une honnête pudeur. C'est ainsi qu'un amant dont l'ardeur est extrême aime jusqu'au défaut des personnes qu'il aime. Et moi, je soutiens, moi. Brisons là ce discours. Et dans la galerie, allons faire 2 tours. Quoi? Vous en allez, messieurs? Non pas, madame. La peur de leur départ occupe fort votre âme. Sortez quand vous voudrez, messieurs, mais j'avertis. Je ne sors qu'après que vous serez sortis. À moins de voir madame en être importunée, rien ne m'appelle ailleurs de toute la journée. Pour
pour moi, pourvu que je puisse être petit couché. Je n'ai point d'autre affaire où je sois attaché. C'est pour rire, je crois. Non. En aucune sorte. Nous verrons si c'est moi que vous voudrez qu'il sorte. Monsieur! J'ai 2 mots à vous dire. Vous pouvez parler haut, monsieur, pour m'en instruire. Monsieur les maréchaux dont j'ai commandement vous demandent de venir les trouver promptement, monsieur. Qui, moi, monsieur? Vous-même. Et pourquoi faire? C'est Doronte et de vous. La ridicule affaire. Comment? Doronte et lui se sont tantôt bravés sur certains petits vers qu'il n'a pas approuvés. On veut assouplir la chose dans sa naissance. Moi, je n'aurai jamais de lâche complaisance. Il faut suivre l'ordre. Allons, disposez-vous. Quel commandement veut-on faire entre nous? Un de ces messieurs me condamnera-t-elle à trouver bon les vers qui font notre querelle? Je ne me dédie point de ce que j'en ai dit, je les trouve méchants. Je n'en démordrai point, les vers sont exécrables. Vous nous faire revoir des sentiments traitables. Allons, venez. J'irai, mais rien n'aura pouvoir de me faire le dédire. Allons vous faire revoir. Par qu'un commandement exprès du roi me vienne de trouver bon les vers dont on se met en peine, je soutiendrai toujours morbleu qu'ils sont mauvais et qu'un homme est pendable après les avoir faits. Par l'instant bleu, messieurs, ne croyez pas être aussi plaisant que je suis. Allez vite paraître, vous deux. J'y vais, madame. Ne surveillez pas. Je reviens dans ce lieu pour vider nos débats. Cher marquis, je te vois l'âme bien satisfaite. Toute chose t'égaye, rien ne t'inquiète. En bonne foi, crois-tu, sans t'éblouir les yeux, avoir de grands sujets de paraître joyeux? Parbleu! Je ne vois pas, lorsque je m'examine, ou prendre aucun sujet d'avoir l'âme chagrine. J'ai du bien, je suis jeune, et sors d'une maison qui se peut dire noble avec quelques raisons. Et je crois, par le rang que me donne ma race, qu'il est fort peu d'emplois dont je ne sois en passe. Pour le cœur, dont surtout nous devons faire cas. On sait, sans vanité, que je n'en manque pas. Et l'on m'a vu pousser dans le monde une affaire d'une assez vigoureuse et gaillarde manière. Pour de l'esprit, j'en ai sans doute, et du bon goût à juger sans étude et raisonner de tout, à faire aux nouveautés dont je suis idolâtre, figure de savant sur les bancs du théâtre, y décider en chef, et faire du fracas à tous les beaux endroits qui méritent des... Ah! 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 Je suis assez adroit, j'ai bon air, bonne mine, les dents belles surtout, et la taille fort fine. Quant à ça m'être bien, je crois, sans me flatter, qu'on serait malvenu de me le disputer. Je me vois dans l'estime autant qu'on y puisse être, fort aimé du beau sexe, et bien auprès du maître. Je crois qu'avec cela, mon cher marquis, je crois qu'on peut, par tout pays, être content de soi. Ouais. Mais... trouvant ailleurs des conquêtes faciles,
Pourquoi pousser ici des soupirs inutiles? Moi? Oh, parbleu! Je ne suis de taille ni d'humeur à pouvoir d'une belle essuyer la froideur. C'est aux gens mal tournés et aux mérites vulgaires, à brûler constamment pour des beautés sévères, à languir à leurs pieds et souffrir leur rigueur, à chercher le secours des soupirs et des pleurs, et tâcher par des soins d'une très longue suite d'obtenir ce qu'on nie à leur peu de mérite. Mais les gens de mon air, marquis, ne sont pas faits pour aimer à crédit et faire tous les frais. Quelque rare que soit le mérite des belles, je pense, Dieu merci, qu'on vaut son prix comme elles, que pour faire honneur d'un cœur comme le mien, ce n'est pas la raison qui ne leur coûte rien, et qu'au moins tout mettre en de justes balances, il faut qu'à frais communs se fassent les avances. Tu penses donc, cher marquis, être fort bien ici? J'ai quelques lieux, marquis, de le penser ainsi. Crois-moi, détache-toi de cette erreur extrême. Tu te flattes, mon cher. Bon. Et t'aveugle toi-même. Il est vrai, je me flatte et m'aveugle en effet. Mais qui te fait juger ton bonheur si parfait? Je me flatte. Sur quoi fonder tes conjectures? Je m'aveugle. En as-tu des preuves qui soient sûres? Je m'abuse, je te dis. Est-ce que de ces vœux, Célimène t'a fait quelques secrets aveux? Non, je suis maltraité. Réponds-moi, je te prie. Je n'ai que des rebuts. Laissons-les à la raillerie. Et me dis quel espoir on peut t'avoir donné? Je suis le misérable et toi le fortuné. On a pour ma personne une aversion grande et quelqu'un de ces jours. Il faut que je me pende. Veux-tu, marquis, pour ajuster nos vœux que nous tombions d'accord d'une chose tous deux, que qui pourra montrer une marque certaine d'avoir meilleure part au cœur de Célimène, l'autre ici fera place au vainqueur prétendu et le délivrera d'un rival assidu. Ah, parbleu, tu me plais avec un tel langage. Et du bon de mon cœur, à cela je m'engage. Mais... Encore ici. L'amour tient nos pas. Je viens d'ouïr rentrer un carrosse là-bas. Savez-vous qui c'est? Non. Arsinoé et madame montent ici pour vous voir. Que me veut cette femme? Eliante là-bas est à l'entretenir. De quoi s'avise-t-elle et qui l'a fait venir? Pour preux de consommer, en tout lieu elle passe, et l'ardeur de son zèle. Oui, franche grimace. Dans l'âme, elle est du monde et ses soins tentent tout pour accrocher quelqu'un sans en venir à bout. Elle ne saurait voir qu'avec un œil d'envie, les amants déclarés dont une autre est suivie. Et son triste mérite abandonné de tous contre le siècle aveugle et toujours en courroux. Elle tâche à couvrir d'un faux voile de prude ce que chez elle on voit d'affreuse solitude. Et pour sauver l'honneur de ses faibles appâts, elle attache du crime au pouvoir qu'ils n'ont pas. Cependant, un amant plairait fort à la dame, et même pour Alceste la tendresse d'âme. Ce qui me rend de soin, outrage ses attraits, elle veut que ce soit un vol que je lui fais. Oh. Et son jaloux dépit qu'avec peine elle le cache, en tous endroits sous main contre moi se détache. Enfin, je n'ai rien vu de si sot à mon gré. Elle est impertinente au suprême degré. Ah, quel heureux sort en ce lieu vous amène. Madame, sans mentir, j'étais de vous en peine. Je viens pour quelque avis que j'ai cru vous devoir. Ah mon Dieu, que je suis contente de vous voir. Leur départ ne pouvait plus à propos se faire. Voulons-nous nous asseoir? Il n'est pas nécessaire, madame. L'amitié doit surtout éclater aux choses qui le plus nous peuvent importer. Et comme il n'en est point de plus grande importance que celle de l'honneur et de la bienséance, je viens par un avis qui touche votre honneur témoigner l'amitié que pour vous à mon cœur. Hier, j'étais chez des gens de vertu singulière où, sur vous, du discours on tourna la matière. Et là, votre conduite avec ses grands éclats, madame, eut le malheur qu'on ne la loua pas. Cette foule de gens dont vous souffrez visite votre galanterie
et les bruits qu'elle excite trouvèrent des censeurs plus qu'il n'aurait fallu, et bien plus rigoureux que je n'eusse voulu. Vous pouvez bien penser quel parti je suis prendre. Je fis ce que je pus pour vous pouvoir défendre. Je vous excusai fort sur votre attention et voulus de votre âme être la caution. Oh. Mais vous savez qu'il est des choses dans la vie qu'on ne peut excuser quoi qu'on en ait envie. Et je me vis contrainte à demeurer d'accord que l'air dont vous vivez vous faisait un peu tort. Qu'il prenait dans le monde une méchante face, qu'il n'est compte fâcheux que partout en face et que, si vous vouliez, tous vos déportements pourraient moins donner prise au mauvais jugement. Ah. Non que j'y crois au fond, l'honnêteté blessée. Préserve les cieux d'en avoir la pensée, mais... Aux ombres du crime, on prête aisément foi. Et ce n'est pas assez de bien vivre pour soi. Madame, je vous crois l'âme trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable et pour l'attribuer comme mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. Madame, j'ai beaucoup de grâces à vous rendre. Un tel avis m'oblige et loin de le mal prendre, j'en prétends reconnaître à l'instant la faveur par un avis aussi qui touche votre honneur. Et comme je vous vois vous montrer mon ami, en m'apprenant les bruits que de moi l'on publie, je veux suivre à mon tour un exemple si doux en vous avertissant de ce qu'on dit de vous. En un lieu, l'autre jour où je faisais visite, je trouvai quelques gens d'un très rare mérite, qui, parlant des vrais soins d'une âme qui vit bien, fit retomber sur vous, madame, l'entretien. Là, votre pruderie et vos éclats de zèle ne furent pas cités comme un fort bon modèle. Cette affectation d'un grave extérieur, vos discours éternels de sagesse et d'honneur, vos mines et vos cris aux ombres d'indécence que d'un mot ambigu peut avoir l'innocence, cette hauteur d'estime où vous êtes de vous, et ces yeux de pitié que vous jetez sur tout, vos fréquentes leçons et vos aigres censures sur des choses qui sont innocentes et pures. Tout cela, si je puis vous parler franchement, madame, fut blâmé d'un commun sentiment. À quoi bon, disait-il, cette mine modeste et ce sage d'or que dément tout le reste? Elle est à bien prier exact au dernier point, mais elle passe ses gens et ne les paye point. Dans tous les lieux dévots, elle étale un grand zèle, mais elle met du blanc et veut paraître belle. Elle fait des tableaux couvrir les nudités, mais elle a de l'amour pour les réalités. Pour moi, contre chacun, je pris votre défense et leur assurai fort que c'était médisance. Mais tous les sentiments combattirent le mien. Et leur conclusion fut que vous feriez bien de prendre moins de soin des actions des autres et de vous mettre un peu plus en peine des vôtres. Qu'on doit se regarder soi-même un fort longtemps avant que de songer à condamner les gens. Qu'il faut mettre le poids d'une vie exemplaire dans les corrections qu'aux autres on veut faire, et qu'encore vaut-il mieux s'en remettre aux besoins à ceux à qui le ciel en a commis le soin. Madame, je vous crois aussi trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable, et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. À quoi qu'en reprenant soit assujetti. Je ne m'attendais pas, madame, à cette répartie. Et je vois bien, parce qu'elle a d'aigreur, que mon sincère avis vous a blessé au cœur. Oh, au contraire, madame. Et si l'on était sage, ces avis mutuels seraient mis en usage.
On détruirait par là, traitant de bonne foi, ce grand aveuglement où chacun est pour soi. Il ne tiendra qu'à vous qu'avec le même zèle nous ne continuions cet office fidèle. Et ne prenions grand soin de nous dire entre nous ce que vous entendrez, vous de moi de vous. Oh, madame, de vous, je ne puis rien entendre. C'est en moi qu'on peut trouver fort à reprendre. Madame, on peut, je crois, louer et blâmer tout, et chacun a raison, suivant l'âge et le goût. Il est une saison pour la galanterie, il en est une aussi propre à la pruderie. On peut par politique en prendre le parti, quand de nos jeunes ans l'éclat est amorti. Cela sert à couvrir de fâcheuses disgrâces. Je ne dis pas qu'un jour je ne suive vos traces. L'âge amènera tout, et ce n'est pas le temps, madame, comme on sait, d'être prude à 20 ans. Certes, vous vous targuez d'un bien faible avantage, et vous faites sonner terriblement votre âge. Ce que de plus que vous on en pourrait avoir n'est pas un si grand cas pour s'entendre prévaloir. Et je ne sais pourquoi votre âme ainsi s'emporte, madame, à me pousser de cette étrange sorte. Et moi, je ne sais pas, madame, aussi pourquoi on vous voit en tout lieu vous déchaîner sur moi. Faut-il de vos chagrins sans cesse à moi vous prendre? Et puis je mets des soins qu'on ne va pas vous rendre. Si ma personne aux gens inspire de l'amour, et si l'on continue à m'offrir chaque jour des vœux que votre cœur peut souhaiter qu'on m'ôte, je n'y saurais que faire, et ce n'est pas ma faute. Vous avez le champ libre, et je n'empêche pas que pour les attirer, vous n'ayez des appâts. Hélas. Et croyez-vous que l'on se mette en peine de ce nombre d'amants dont vous faites la veine? Et qu'il ne nous soit pas fort aisé de juger à quel prix aujourd'hui on peut les engager? Pensez-vous faire croire à voir comme tout roule, que votre seul mérite attire cette foule? Qu'ils ne brûlent pour vous que d'un honnête amour et que pour vos vertus ils vous font tous la cour? On ne s'aveugle point par de vaines défaites. Le monde n'est point dupe, et j'en vois qui sont faites à pouvoir inspirer de tendres sentiments qui chez elles pourtant ne fixent point d'amant. Et de là nous pouvons tirer des conséquences. Qu'on n'acquiert point leur cœur sans de grandes avances. Qu'aucun pour nos besoins est notre soupirant, qu'il faut acheter tous les soins qu'on nous rend. Ne vous enflez donc pas d'une si grande gloire pour les petits brillants d'une faible victoire. Et corrigez un peu l'orgueil de vos appâts, de traiter pour cela les gens de haut en bas. Si nos yeux enviaient les conquêtes des vôtres, je pense qu'on pourrait faire comme les autres. Ne se point ménager et vous faire bien voir que l'on a des amants quand on en veut avoir. Ayez-en donc, madame, et voyons cette affaire. Par ce rare secret, efforcez-vous de plaire. Raison, madame, un pareil entretien y pousserait trop loin votre esprit. Et le mien. Et j'aurais pris déjà le congé qu'il faut prendre si mon cœur à son corps ne m'obligeait d'attendre. Tant qu'il vous plaira, vous pouvez arrêter, madame. Et là-dessus, rien ne doit vous hâter. Mais sans vous fatiguer de ma cérémonie, je m'en vais vous donner meilleure compagnie. Et monsieur qu'à propos le hasard fait venir, remplira mieux ma place à vous entretenir. Alceste, il faut que j'aille écrire un mot de lettre, que sans me faire tort, je ne saurais remettre. Soyez avec madame. Elle aura la bonté d'excuser aisément mon incivilité. Vous voyez? Elle veut que je vous entretienne, attendant un moment que mon carrosse vienne. Et jamais tous ces soins ne pouvaient m'offrir rien qui me fût plus charmant qu'un pareil entretien. En vérité, les gens d'un mérite sublime entraînent de chacun et l'amour et l'estime. Et le vôtre sans doute a des charmes secrets qui font entrer mon cœur dans tous vos intérêts. Je voudrais que la cour, par un regard propice à ce que vous valez, rendît plus de justice. Vous avez à vous plaindre et je suis en courroux quand je vois chaque jour qu'on ne fait rien pour vous. Moi, madame,
Et sur quoi pourrais-je en rien prétendre? Quel service à l'État est ce qu'on m'a vu rendre? Qu'ai-je fait, s'il vous plaît, de si brillant de soi, pour me plaindre à la cour qu'on ne fait rien pour moi? Tous ceux sur qui la cour jette des yeux propices n'ont pas toujours rendu de ces fameux services. Il faut le casillon, ainsi que le pouvoir. Et le mérite enfin que vous nous faites voir de Mon votre... Dieu, laissons mon mérite de grâce. De quoi voulez-vous là que la cour s'embarrasse? Elle aurait fort à faire, et ses soins seraient grands d'avoir à déterrer le mérite des gens. Un mérite éclatant se déterre lui-même. Du vôtre. En bien des lieux, on fait un cas extrême, et vous saurez de moi qu'en 2 fort bons endroits, vous futiez alloué par des gens d'un grand poids. Eh madame, l'on loue aujourd'hui tout le monde, et le siècle par là n'a rien qu'on ne confonde. Tout est d'un grand mérite également doué. Ce n'est plus un honneur que de se voir louer. Des loges on regorge, à la tête on les jette, et mon valet de chambre est mis dans la gazette. Pour moi, je voudrais bien que pour vous montrer mieux, une charge à la cour vous pût frapper les yeux. Pour peu que d'y songer, vous nous fassiez les mines, on peut pour vous servir remuer des machines. Et j'ai des gens en manque que j'emploierai pour vous, qui vous feront à tout un chemin assez doux. Et que voudriez-vous, madame, que j'y fisse? L'humeur dont je me sens veut que je m'en bannisse. Le ciel ne m'a point fait, en me donnant le jour, une âme compatible avec l'air de la cour. Je ne me trouve point les vertus nécessaires pour y bien réussir et faire mes affaires. Être franc et sincère est mon plus grand talent. Je ne sais pas jouer les hommes en parlant, et qui n'a pas le don de cacher ce qu'il pense, doit faire en ce pays fort peu de résidence. Hors de la cour, sans doute, on n'a pas cet appui, et ces titres d'honneur qu'elle donne aujourd'hui. Mais on n'a pas aussi, perdant ses avantages, le chagrin de jouer de force personnages. On n'a point à s'offrir 1000 rebuts cruels, on n'a point à louer les vers de messieurs tels, à donner de l'encens à madame une telle, et de nos francs marquis essuyer la cervelle. Passons, puisqu'il vous plaît, ce chapitre de cour. Mais il faut que mon cœur vous plaigne à votre amour. Et vous découvrir là-dessus mes pensées, je souhaiterais fort vos ardeurs mieux placées. Vous méritez sans doute un sort beaucoup plus doux. Et celle qui vous charme est indigne de vous. Mais en disant cela, songez-vous, je vous prie, que cette personne est madame votre amie? Oui, ma conscience est blessée, en effet, de souffrir plus longtemps le tort que l'on vous fait. L'état où je vous vois afflige trop mon âme. Je vous donne avis qu'on trahit votre flamme. C'est me montrer, madame, un tendre mouvement. Et de pareils avis obligent un amant. Oui, toute mon amie, elle est. Et je la nomme indigne d'asservir le cœur d'un galant homme. Et le sien n'a pour vous que de feintes douceurs. Cela se peut, madame. On ne voit pas les cœurs. Et votre charité, ce serait bien passé de jeter dans le mien une telle pensée. Si vous ne voulez pas être désabusé, il faut ne vous rien dire, il est assez aisé. Non! Mais sur ce sujet, quoi que l'on nous expose, les doutes sont fâcheux plus que toute autre chose. Je voudrais pour moi qu'on ne me fît savoir que ce qu'avec clarté l'on peut me faire voir. Eh bien, c'est assez dit. Et sur cette matière, vous allez recevoir une pleine lumière. Oui. Je veux que de tous vos yeux vous fassent foi. Donnez-moi seulement la main jusque chez moi. Là, je vous ferai voir une preuve fidèle de l'infidélité du cœur de votre belle. Et si pour d'autres yeux le vôtre peut brûler, on pourra vous offrir de quoi vous consoler.
n'a point vu d'âme à manier si dur, ni d'accommodement plus pénible à conclure. En vain, de tous côtés, on l'a voulu tourner, hors de son sentiment, on a pu l'entraîner. Et jamais, différence si bizarre, je pense, n'avait de ces messieurs occupé la prudence. Non, messieurs, disait-il, je ne me dédie point, et tomberai d'accord de tout hors de ce point. De quoi s'offense-t-il, et que veut-il me dire? Y va-t-il de sa gloire à ne pas bien écrire? Que lui fait mon avis qu'il a pris de travers? On peut être honnête homme et faire mal des vers. Ce n'est point à l'honneur que touchent ces matières. Je le tiens galant homme en toutes les manières, homme de qualité, de mérite et de cœur, tout ce qui vous plaira, mais fort méchant auteur. Je louerai si l'on veut, son train et sa dépense, son adresse à cheval, aux armes, à la danse, mais pour louer ses vers, je suis son serviteur. Et lorsque dans mieux faire on n'a pas le bonheur, on ne doit de rimer avoir aucune envie qu'on y soit condamné sur peine de la vie. Enfin, toute la grâce et l'accommodement, c'est avec effort plier son sentiment, c'est de dire, croyant adoucir bien son style. Monsieur, je suis fâché d'être si difficile. Et pour l'amour de vous, je voudrais de bon cœur avoir trouvé tantôt votre sonnet meilleur. Et dans une embrassade, on l'aura pour conclure, fait vite envelopper toute la procédure. Dans ses façons d'agir, il est fort singulier. Mais j'en fais, je l'avoue, un cas particulier. Et la sincérité dont son âme se pique a quelque chose en soi de noble et d'héroïque. C'est une vertu rare au siècle d'aujourd'hui, et je la voudrais voir partout comme chez lui. Pour moi, plus je le vois, plus surtout je m'étonne de cette passion où son cœur s'abandonne. De l'humeur dont le ciel a voulu le former, je ne sais pas comment il s'avise d'aimer. Et je sais moins encore comment votre cousine peut être la personne ou son penchant intime. Cela fait assez voir que l'amour dans les cœurs n'est pas toujours produit par un rapport d'humeur. Et toutes ces raisons de douce sympathie, dans cet exemple-ci, se trouvent démenties. Mais croyez-vous qu'on l'aime, aux choses qu'on peut voir? C'est un point qui n'est pas fort aisé de savoir. Comment pouvoir juger s'il est vrai qu'elle l'aime? Son cœur de ce qu'il sent n'est pas bien sûr lui-même. Il aime quelquefois sans qu'il le sache bien, et croit aimer aussi parfois, qu'il n'en est rien. Je crains que notre ami près de cette cousine trouvera des chagrins plus qu'il ne s'imagine. Et s'il avait mon cœur à dire vérité, il tournerait ses vœux tout d'un autre côté. Et par un choix plus juste, on le verrait, madame, profiter des bontés que lui montre votre âme. Pour moi, je n'en fais point de façon. Et je crois qu'on doit sur de tels points être de bonne foi. Je ne m'oppose point à toute sa tendresse. Au contraire, mon cœur pour elle s'intéresse. Et si c'était qu'à moi la chose pût tenir, moi-même, à ce qu'il aime, on me verrait l'unir. Mais, si dans un tel choix, comme tout se peut faire, son amour éprouvait quelque destin contraire, s'il fallait que d'un autre on couronnât les feux, je pourrais me résoudre à recevoir ses vœux. Et le refus souffert en pareille occurrence ne m'y ferait trouver aucune répugnance. Et moi, de mon côté, je ne m'oppose pas, madame, à ces bontés qu'ont pour lui vos apparts. Et lui-même, s'il veut, il peut bien vous instruire de ce que là-dessus j'ai pris soin de lui dire. Mais, si par un hymen qui les joindrait eux deux, vous étiez hors d'état de recevoir ses vœux, tous les miens tenteraient la faveur éclatante qu'avec tant de bonté votre âme lui présente. Heureux si, dans son cœur s'y pourra dérober, elle pouvait sur moi, madame, retomber. Vous vous divertissez, Philinte? Non, madame. Et je vous parle ici du meilleur de mon âme. J'attends l'occasion de m'offrir hautement et de tous mes souhaits, j'empresse le moment. Faites à manger sur madame est une offense. Il vient de triompher de toute ma constance. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous qui vous puisse émouvoir? Je sais que sans mourir, je ne puis concevoir. Et le déchaînement de toute la nature ne m'accablerait pas comme cette aventure. Sans effet, mon amour, je ne saurais pas. Que votre esprit un peu tâche à se rappeler. Au juste ciel,
Qu'il conjoigne à tant de grâce les vices odieux des âmes les plus basses. Mais encore qui vous peut. Tout est ruiné. Je suis trahi. Je suis assassiné. Célimène, ne t-on plus croire cette nouvelle? Célimène me trompe et n'est qu'une infidèle. Avez-vous pour le croire un juste fondement? Peut-être est-ce un soupçon conçu légèrement. Mais votre esprit jaloux prend parfois des chimères. Ah, morbleu, mêlez-vous, monsieur, de vos affaires. C'est de cette trahison n'être que trop certain. Je vais l'avoir dans ma poche écrite de sa main. Oui, madame. Une lettre écrite pour Oronte a produit à mes yeux ma disgrâce et sa honte. Une lettre peut bien tromper par l'apparence et n'est pas quelquefois si coupable qu'on pense. Monsieur, encore un coup, s'il vous plaît. Ne prenez ceci que dans votre intérêt. Vous devez modérer vos transports et l'outrage. Madame, c'est à vous qu'appartient cet ouvrage. C'est à vous que mon cœur a recours aujourd'hui, pour pouvoir s'affranchir de son cuisant ennui. Vengez-moi d'une ingrate et perfide parente qui trahit largement une ardeur si content. Vengez-moi de ce trait qui doit vous faire horreur. Vous vous vengez comment? En recevant mon cœur. Acceptez-le, madame. Au lieu de la punir. C'est par là que je puis prendre vengeance d'elle et je la veux punir par les sincères vœux, par le profond amour, les soins respectueux, les devoirs empressés et l'assidu service dont ce cœur va vous faire un ardent sacrifice. Je compatis sans doute à ce que vous souffrez, et ne méprise point le cœur que vous m'offrez. Mais peut-être le mal n'est pas si grand qu'on pense, et vous pourrez quitter ce désir de vengeance. Lorsque l'injure part d'un objet plein d'appât, on fait force dessein qu'on n'exécute pas. On a beau voir pour rompre une raison puissante, une coupable aimée est bientôt innocente. Tout le mal qu'on lui veut se dissipe aisément, et l'on sait ce que c'est qu'un courroux d'un amant. Non, non, madame, non. L'offense est trop mortelle. Il n'est point de retour et je romps avec elle. Rien ne saurait changer le dessein que j'en fais, et je me pudierais de l'estimer jamais. La voici. Mon courroux redouble à cette approche. Je vais de sa noirceur lui faire un vif reproche, pleinement la confondre, et vous porter après un cœur tout dégagé de ses trompeurs attraits. Si elle de mes transports puis-je être ici le maître? Ouais. Quel est donc le trouble où je vous vois paraître? Et que me veut le dire et ces soupirs poussés, et ces sombres regards que sur moi vous lancez? Que toutes les horreurs dont une âme est capable, à vos déloyautés n'ont rien de comparable. Que le sort, les démons et le ciel pour vous n'ont jamais rien produit de si méchant que vous. Voilà certainement des douceurs que j'admire. Ne plaisantez pas, il n'est pas temps de rire. Rougissez bien plutôt, vous en avez raison. Et j'ai de sûrs témoins de votre trahison. Voilà ce que marquaient les troubles de mon âme. Ce n'était pas en vain que s'alarmait ma flamme. Par ces fréquents soupçons qu'on trouvait odieux, je cherchais le malheur pour rencontrer mes yeux. Malgré tous vos soins et votre adresse à feindre, mon astre me disait ce que j'avais à craindre. Mais ne présumez pas que sans être vengé, je souffre le dépit de me voir outragé. Je sais que sur les vœux on n'a point de puissance, que l'amour veut partout n'être sans dépendance, que jamais par la force on entra dans un cœur, et que toute âme est libre à nommer son vainqueur. Aussi, ne trouverais-je aucun sujet de plainte si pour moi votre bouche avait parlé sans feinte, et rejetant mes vœux dès le premier abord, mon cœur n'aurait eu droit de s'en prendre qu'au sang. Éternel vœu trompeur, voir ma flamme applaudie, c'est une trahison, c'est une perfidie qui ne saurait troubler de trop grands châtiments, et je puis tout permettre à mes ressentiments, oui. Mais redoutez tout à présenter l'outrage. Je ne suis plus à moi, je suis tout à la rage. Percé du coup mortel dont vous m'assassinez, mes sens par la raison ne sont plus gouvernés. Je cède au mouvement d'une juste colère, et je ne réponds pas de ce que je puis faire. Bientôt je vous prie un tel emportement. Avez-vous, dites-moi, perdu le jugement? Oui. Oui, je l'ai perdu. Lorsque dans votre vue, j'ai pris pour mon malheur le poison qui me tue. Que j'ai cru trouver quelque sincérité dans les traîtres appâts dont je fus enchanté. Mais de quelle trahison pouvez-vous donc vous plaindre? Que ce
Ce cœur est double et c'est bien l'art de feindre. Et pour le mettre à bout, j'ai des moyens tout prêts. Jetez ici vos yeux. Et connaissez vos traits. Ce billet découvert suffit pour vous confondre. Et contre ce témoin, on n'a rien à répondre. Voilà donc le sujet qui vous trouble l'esprit. Vous ne rougissez pas d'envoyer cet écrit. Et par quelle raison faut-il que j'en rougisse? Vous gênez ici le gaz à l'artifice. Le désavouer pour n'avoir point le sein. Pourquoi désavouer un billet de ma main? Vous pouvez le voir sans demeurer confuse. Du crime dont vers moi son style vous accuse. Vous êtes sans mentir un grand extravagant. Quoi? Vous bravez ainsi ce témoin convaincant. Et ce qu'il m'a fait voir de douceur pauvre honte n'a de rien qu'il m'outrage et que vous façon. Pauvre honte. Qui vous dit que la lettre est pour lui? Les gens qui dans mes mains l'ont remise aujourd'hui. Mais je veux consentir qu'elle le soit pour un autre. Mon cœur m'a dit moins à se plaindre du vôtre. En serez-vous vers moi moins coupable en effet? Mais si c'est une femme à qui va ce billet, en quoi vous blesse-t-il et qu'a-t-il de coupable? Ah, le détour est bon. Et l'excuse admirable. Je ne m'attendais pas, je l'avoue, à ce trait. Et me voilà par là convaincu tout à fait. Osez-vous recourir à ces ruses grossières? Et croyez-vous les gens si privés de lumière? Voyons un peu par quel biais, de quel air vous voulez soutenir un mensonge si clair. Et comment vous pourrez tourner pour une femme tous les mots d'un billet qui montre tant de flammes? Ajusté pour couvrir un manquement de foi ce que je m'embellis. Il ne me plaît pas, moi. Je vous trouve plaisant d'user d'un tel empire et de me dire au nez ce que vous m'osez dire. Non! Non, sans s'apporter. Prenez un peu ceci de me justifier les termes que voici. Non! Je n'en veux rien faire. Et dans cette occurrence, tout ce que vous croirez m'est de peu d'importance. De grâce, montrez-moi, je serai satisfait qu'on peut pour une femme expliquer ce billet. Non! Il est pour honte. Et je veux qu'on le croie. Je reçois tous ces soins avec beaucoup de joie. J'admire ce qu'il dit, j'estime ce qu'il est, et je tombe d'accord de tout ce qu'il vous plaît. Faites. Prenez parti, que rien ne vous arrête. Et ne me rompez pas davantage la tête. Si. Rien de plus cruel peut-il être amour. Et jamais cœur fut-il de la sorte traité. Quoi? Un juste coup où je suis ému contre elle? C'est moi qui me viens plaindre et c'est moi qu'on querelle? On pousse ma douleur et mes soupçons à vous. On me laisse tout croire. On fait gloire de tout. Et cependant mon cœur est encore assez lâche pour ne pouvoir briser la chaîne qui l'attache et pour ne pas s'armer d'un généreux mépris contre l'ingrat objet dont il est trop épris. Que vous savez bien ici contre moi-même, perfide de vous servir de ma faiblesse extrême. Et ménager pour vous l'excès prodigieux de ce fatal amour né de vos traîtres yeux. Fondez-vous sur moi un crime qui m'accable. Cessez d'affecter d'être envers moi coupable. Rendez-moi, s'il se peut, ce billet innocent, à vous prêter les mains ma tendresse consent. Efforcez-vous ici de paraître fidèle et je m'efforcerai, moi, de vous croire tel. Allez. Vous êtes fou dans vos transports jaloux. Et ne méritez pas l'amour qu'on a pour vous. Je voudrais bien savoir qui pourrait me contraindre à descendre pour vous aux bassesses de feindre. Et pourquoi, si mon cœur penchait d'autre côté, je ne le dirais pas avec sincérité. Quoi? De mes sentiments, l'obligeante assurance contre tous vos soupçons ne prend pas ma défense? Auprès d'un tel garant sont-ils de quelque poids? N'est-ce pas m'outrager que d'écouter leur voix? Et puisque notre cœur fait un effort extrême, lorsqu'il peut se résoudre à confesser qu'il aime, puisque l'honneur du sexe ennemi de nos feux
s'oppose fortement à de pareils aveux. L'amant qui voit pour lui franchir un tel obstacle doit-il impunément douter de cet oracle? Et n'est-il pas coupable en ne s'assurant pas à ce qu'on ne dit point qu'après de grands combats? Allez. De tels soupçons méritent ma colère. Vous ne valez pas que l'on vous considère. Je suis sotte et veux mal à ma simplicité de conserver pour vous encore quelques bontés. Je devrais autre part attacher mon estime et vous faire un sujet de plainte légitime. Mon faible est étrange pour vous. Et vous me trompez sans doute avec des mots si doux, mais il n'importe. Il faut suivre ma destinée. À votre foi, mon âme est toute abandonnée. Je veux voir jusqu'au bout quel sera votre cœur. Et si de me trahir, il aura la noirceur. Vous ne m'aimez pas comme il faut que l'on aime. Rien n'est comparable à mon amour extrême. Et dans l'ardeur qu'il a de se montrer à tous, il va jusqu'à former des souhaits contre vous. Oui. Je voudrais qu'aucun ne vous trouve aimable. Que vous fussiez réduite en un sort misérable. Que le ciel en naissant ne vous eût donné rien. Que vous n'eussiez ni rang, ni naissance, ni bien. Afin que de mon cœur éclate un sacrifice, vous pût d'un pareil sort réparer l'injustice. Que j'eusse la joie et la gloire en ce jour de pouvoir tenir tous les mains de mon amour. C'est me vouloir du bien d'une étrange manière. Me préserve le ciel que vous ayez matière. Voici Monsieur Dubois plaisamment figuré. Cet équipage et cette terre effarée, qu'as-tu? Monsieur, Eh bien, voici bien des mystères. qu'est-ce? Nous sommes mal, monsieur, dans nos affaires. Hein? Parlerai-je haut? Oui, parlez promptement. N'est-il point là qu'elle... Oh, mais tu parlais plus d'amusement. Monsieur, il faut faire retraite. Comment? Il faut décider loger sans trompette. Et pourquoi? Je vous dis qu'il faut quitter ce lieu. La cause! Il faut partir, monsieur, sans dire adieu. Par quelle raison me tiens-tu ce langage? Pour la raison, monsieur, qu'il faut plier bagage. Je te casserai la tête assurément si tu ne veux ma route expliquer autrement. Monsieur, un homme noir et d'habit et de mine est venu nous laisser jusque dans la cuisine un papier griffonné d'une telle façon qu'il faudrait pour le lire être pique des mots. C'est de votre procès, je n'en fais aucun doute, et le diable d'enfer, je crois, n'y verrait goutte. Et quoi? Ce papier qu'a-t-il à démêler, traître, avec le départ dont tu viens me parler? C'est pour vous dire ici, monsieur, qu'une heure ensuite, un homme qui souvent vous vient rendre visite est venu vous chercher avec empressement, et ne vous trouvant pas m'a chargé doucement, sachant que je vous sers avec beaucoup de zèle, de vous dire... Et cela son nom, traître, dis ce qu'il t'a dit. C'est un de vos amis, enfin, cela suffit. Il a dit que d'ici votre péril vous chasse et que d'être arrêté, le sort vous y menace. Et quoi? A-t-il voulu te rien spécifier? Non. Il a demandé de l'encre et du papier, vous a fait un mot, vous pourrez, je pense, du fond de ce mystère avoir la connaissance. Donne-le donc. Peut envelopper ceci? Je ne sais, mais j'aspire à m'en voir éclairci. Auras-tu bientôt fait, impertinent au diable? C'est que je l'ai, monsieur, laissé sur votre table. Je ne sais qui me tient. Ne vous emportez pas. Et courez démêler un pareil embarras. Il semble que le sort, quelque soin que je prenne, est juré d'empêcher que je vous entretienne. Et pour en triompher, souffrez-en mon amour, madame, de vous revoir avant la fin du jour.
La résolution est prise, vous dis-je. Mais quel que soit ce coup, faut-il qu'il vous oblige? Non, vous avez beau faire et beau me raisonner, rien de ce que j'ai dit ne me peut détourner. Trop de perversité règne au siècle où nous sommes. Et je veux me tirer du commerce des hommes. Quoi? Contre ma partie, on voit tout à la fois l'honneur, la probité, la pudeur et les lois. On publie en tout lieu l'équité de ma cause. Sur la foi de mon droit, mon âme se repose. Cependant, je me vois trompé par le succès. J'ai pour moi la justice et je perds mon procès. Un traître, dont on sait la scandaleuse histoire, est sorti triomphant d'une fausseté noire. Toute la bonne foi cède à sa trahison. Il trouve en m'égorgeant moyen d'avoir raison. Le poids de sa grimace où brille l'artifice renverse le bon droit et tourne la justice. Il fait par un arrêt couronner son forfait, et non content encore du tort que l'on me fait, il court parmi le monde un livre abominable, et de qui la lecture est même condamnable. Un livre a mérité la dernière rigueur. On le fourbe à le front de me faire l'auteur. Et là-dessus, on voit Oronte qui murmure et tâche méchamment d'appuyer la posture. Lui qui d'un honnête homme à la cour tient le rang, à qui je n'ai rien fait qu'être sincère et franc. Il me vient malgré moi d'une ardeur empressée, sur des vers qu'il a fait demander ma pensée, et parce que j'en use avec honnêteté et ne le veut trahir, lui, ni la vérité, il est à m'accabler d'un crime imaginaire. Et voilà devenu mon plus grand adversaire, et jamais de son cœur je n'aurai de pardon pour n'avoir pas trouvé que son sonnet fut bon. Et les hommes morts sont faits de cette sorte. C'est à ces actions que la gloire les porte. Voilà la bonne foi, le zèle vertueux, la justice et l'honneur que l'on trouve chez eux. Allons, c'est trop souffrir les chagrins qu'on nous forge. Tirons-nous de ce bois et de ce coupe-gorge. Puisqu'entre humains ainsi vous vivez en vrai loup, traître, vous ne mourrez de ma vie avec vous. Je trouve un peu bien prompt le dessein où vous êtes. Tout le mal n'est pas si grand que vous le faites. Ce que votre parti ose vous imputer n'a point eu le crédit de vous faire arrêter. On voit son fort rapport lui-même se détruire. Et c'est une action qui pourrait bien lui nuire. Lui, de semblable tour, il ne craint point l'éclat. Il a permission d'être franc scélérat. Et loin qu'à son crédit n'use cette aventure, on l'enverra demain en meilleure posture. Enfin, il est constant qu'on n'a point trop donné au bruit que contre vous sa malice a tourné. De ce côté déjà, vous n'avez rien à craindre. Et pour votre procès dont vous pouvez vous plaindre, il vous est en justice aisé d'y revenir. Et contre cet arrêt... Non, je vais m'y tenir. Le sensible tort qu'un tel arrêt me fasse, je me garderai bien de vouloir qu'on le casse. On y voit trop à plein le bon droit maltraité. Et je veux qu'il demeure à la postérité, comme une marque insigne, un fameux témoignage de la méchanceté des hommes de notre âge. Ce sont 20 000 francs qu'il m'envoie à côté. Et pour 20 000 francs, j'aurais droit de pester contre l'iniquité de la nature humaine. Et de nourrir pour elle une immortelle haine. Mais enfin, vos soins sont superflus. Que pouvez-vous, monsieur, me dire là-dessus? Aurez-vous bien le front de me vouloir en face, excuser les horreurs de tout ce qui se passe? Non. Je tombe d'accord de tout ce qui vous plaît. Tout marche par cavale et par pur intérêt. Ce n'est plus que la ruse aujourd'hui qui l'emporte. Les hommes devraient être faits d'autre sorte. Mais est-ce une raison que tu leur paies d'équité pour vouloir se tirer de leur société? Tous ces défauts humains nous donnent dans la vie des moyens d'exercer notre philosophie. C'est le plus bel emploi que trouve la vertu. Et si de probité tout était revêtu, si tous les cœurs étaient francs, justes et dociles, la plupart des vertus ne seraient inutiles. Puisqu'on en met l'usage à pouvoir sans ennui supporter dans nos droits l'injustice d'autrui. Et de même qu'un cœur d'une vertu profonde. Je sais que vous parlez, monsieur, le mieux du monde. En beau raisonnement, vous abondez toujours. Mais vous perdez le temps. Et tous vos beaux discours. La raison pour mon bien veut que je me retire. Je n'ai point sur ma langue un assez grand empire. De ce que je dirai, je ne répondrai pas, et je me jetterai sans chose sur les bras. Laissez-moi sans dispute attendre Célimène.
Il faut qu'elle consente au dessein qui m'amène. Je veux voir si son cœur a de l'amour pour moi. Et c'est ce moment-ci qui doit m'en faire foi. Montons chez Eliante, attendant sa venue. Non. Trop de soucis, je me sens la mienne. Allez-vous en la voir et me laissez enfin dans ce petit coin sombre avec mon noir chagrin. C'est une compagnie étrange pour attendre. Et je vais obliger Eliante à descendre. Oui. C'est à vous de voir si par des nœuds si doux, madame, vous voulez m'attacher tout à vous. Il me faut de votre âme une pleine assurance. Un amant là-dessus ne me point qu'on balance. Et si l'ardeur de mes feux a pu vous émouvoir, vous ne devez point feindre à me le faire revoir. Et la preuve après tout que je vous en demande, c'est de ne plus souffrir qu'Alceste vous prétende. De le sacrifier, madame, à mon amour, et de chez vous, enfin, le bannir dès ce jour. Mais quel sujet si grand contre lui vous irrite, vous à qui j'ai tant vu parler de son mérite. Madame, il ne faut point ces éclaircissements. Il s'agit de savoir quels sont vos sentiments. Choisissez, s'il vous plaît, de garder l'un ou l'autre. Ma résolution n'entend rien que la vôtre. Oui, madame. Monsieur a raison, il faut choisir. Et sa demande ici s'accorde à mon désir. Pareille ardeur me presse, et même soi m'amène. Mon amour veut du vôtre une marque certaine. Les choses ne sont plus pour traîner en longueur. Et voici le moment d'expliquer votre cœur. Je ne veux point, monsieur, d'une flamme importune. Troublez aucunement votre bonne fortune. Je ne veux point, monsieur, jalouse ou non jaloux, partager de son cœur rien du tout avec vous. Si votre amour au mien lui semble préférable. Si du moindre penchant elle est pour vous capable. Je jure de ne rien prétendre désormais. Je jure hautement de ne l'avoir jamais. Madame, c'est à vous de parler sans contrainte. Madame, vous pouvez vous expliquer sans crainte. Vous n'avez qu'à nous dire où s'attachent vos voeux. Vous n'avez qu'à trancher et choisir de nous deux. Quoi sur un pareil choix, vous semblez être en peine. Votre âme balance et paraît incertaine. Mon Dieu. Que cet instant c'est la hors de saison et que vous témoignez tout de peu de raison. Je sais prendre parti sur cette préférence, et ce n'est pas mon cœur maintenant qui balance. Il n'est point suspendu sans doute entre vous deux, et rien n'est sitôt fait que le choix de vos vœux. Mais je souffre, à vrai dire, une gêne trop forte à prononcer en face un aveu de la sorte. Je trouve que ces mots, qui sont désobligeants, ne se doivent point dire en présence des gens. Qu'un cœur, de son penchant, donne assez de lumière, sans qu'on nous fasse aller jusqu'à rompre en visière. Et qu'il suffit enfin que de plus doux témoins instruisent un amant du malheur de ses soins. Non. Non, un froid aveu n'a rien que j'appréhende. J'y consens pour ma part. Et moi je le demande. C'est son éclat surtout qu'ici j'ose exiger. Et je ne prétends point vous voir y aménager. Conservez tout le monde et votre grande étude, mais plus d'amusement et plus d'incertitude. Il faut vous expliquer nettement là-dessus, ou bien pour un arrêt je prends votre refus. Je saurai pour ma part expliquer ce silence, et me tiendrai pour dit tout le mal que j'en pense. Je vous sais fort bon gré, monsieur le secourou. Et je lui dis ici même chose que vous. Que vous me fatiguez avec un tel caprice? Ce que vous demandez à titre de la justice, et ne vous dis-je pas quel motif me retient? J'en vais prendre pour juge Eliante qui vient. Je me vois, ma cousine ici, persécutée par des gens dont l'humeur y paraît concertée. Ils veulent l'un et l'autre avec même chaleur que je prononce entre eux le choix que fait mon cœur, et que par un arrêt qu'en face il me faut rendre, je défende à l'un d'eux tous les soins qu'il peut prendre. Dites-moi si jamais cela se fait ainsi. N'allez point là-dessus me consulter ici. Peut-être y pourriez-vous être mal adressé. Et je suis pour les gens qui disent leurs pensées.
Madame, c'est en vain que vous vous défendez. Tous vos détours ici seront mal secondés. Il faut parler et lâcher la balance. Il ne faut que poursuivre à garder le silence. Je n'attends qu'un seul mot pour finir le débat. Et moi je vous entends si vous ne parlez pas. Madame, nous venons tous deux, sans vous déplaire, éclaircir avec vous une petite affaire. Fort à propos, messieurs. Vous vous trouvez ici et vous êtes mêlés dans cette affaire aussi. Madame, vous serez surprise de ma vue, mais ce sont ces messieurs qui causent de ma venue. Tous deux, ils m'ont trouvé et se sont plaints à moi d'un trait à qui mon cœur ne saurait prêter foi. J'ai du fond de votre âme une trop haute estime pour vous croire jamais capable d'un tel crime. Mes yeux ont démenti leurs témoins les plus forts et, l'amitié passant sur de petits discords, j'ai bien voulu chez vous leur faire compagnie pour vous voir vous laver de cette calomnie. Oui, madame. Voyons d'un esprit adouci, comment vous vous prendrez à soutenir ceci. Cette lettre par vous est écrite à Clitandre. Vous avez pour Acaste écrit ce billet tendre. Messieurs, ces traits pour vous n'ont point d'obscurité, et je ne doute pas que sa civilité à connaître sa main n'ait trop su vous instruire. Mais ceci vaut assez la peine de le lire. Vous êtes un étrange homme de condamner mon enjouement et de me reprocher que je n'ai jamais tant de joie que lorsque je ne suis pas avec vous. Il n'y a rien de plus injuste, et si vous ne venez bien vite me demander pardon de cette offense, je ne vous le pardonnerai de ma vie. Pour le petit marquis, c'est moi-même, messieurs, sans nulle vanité. Pour le petit marquis, qui me tint hier longtemps la main, je trouve qu'il n'y a rien de si mince que toute sa personne, et ce sont de ses mérites qui n'ont que la cape et l'épée. Pour l'homme au ruban vert, à vous le dé, monsieur. Pour l'homme au ruban vert, il me divertit quelquefois avec ses brusqueries et son chagrin bourru, mais il est sans moment où je le trouve le plus fâcheux du monde. Et pour l'homme à la veste, voici votre paquet. Et pour l'homme à la veste, qui s'est jeté dans le bel esprit et veut être auteur malgré tout le monde, je ne puis me donner la peine d'écouter ce qu'il dit. Et sa prose me fatigue autant que ses vers. Mettez-vous donc en tête que je ne me divertis pas toujours si bien que vous pensez, que je trouve à dire plus que je ne voudrais dans toutes les parties où l'on m'entraîne, et que c'est un merveilleux assaisonnement au plaisir qu'on goûte que la présence des gens qu'on aime. Me voici maintenant, moi. Votre Clitandre, dont vous me parlez, et qui fait tant le doucereux, est le dernier des hommes pour qui j'aurai de l'amitié. Il est extravagant de se persuader qu'on l'aime, et vous l'êtes de croire qu'on ne vous aime pas. Changez pour être raisonnable vos sentiments contre les siens, et voyez-moi le plus que vous pourrez pour m'aider à porter le chagrin d'un être obsédé. D'un fort beau caractère, en voilà le modèle, madame. Vous savez comment cela s'appelle? Il suffit. Nous allons l'un et l'autre en tout lieu montrer de votre cœur le portrait glorieux. J'aurais de quoi vous dire, et belle est la matière. Je ne vous tiens pas digne de ma colère. Je vous ferai voir que les petits marquis ont pour se consoler des cœurs du plus haut prix. Quoi? De cette façon, je vois qu'on me déchire après tout ce qu'à moi je vous ai vu m'écrire. Et votre cœur parie de beaux semblants d'amour. À tout le genre humain se promet tour à tour. Allez. J'étais trop dupe et je vais ne plus l'être. Vous me faites un bien me faisant vous connaître. J'ai profité d'un cœur qu'ainsi vous me rendez et trouvé ma vengeance en ce que vous perdez. Monsieur, je ne fais plus d'obstacle à votre flamme. Et vous pouvez conclure affaire avec madame. Certes,
Voilà le trait du monde le plus noir. Je ne m'en saurais taire et me sens émouvoir. Voit-on des procédés qui soient pareils aux vôtres? Je ne prends point de part aux intérêts des autres, mais... Monsieur, que chez vous fixez votre bonheur? Un homme